Les dérèglements climatiques ont été en quelques siècles considérablement accentués par les activités humaines. Ces effets sont visibles au nord comme au sud. Les sécheresses, inondations, canicules impactent déjà la souveraineté alimentaire des populations. Une telle transformation accentue la vulnérabilité des populations les plus pauvres. En effet, les pays du Sud subiront la plus grande partie des dommages humains et économiques des dérèglements climatiques, alors qu'ils en sont les moins responsables. Pourtant, l'exploitation des ressources naturelles des pays du Sud est source de profit pour certains, notamment des entreprises multinationales qui sont elles responsables des principales émissions des gaz à effet de serre. Alors que 795 millions de personnes souffrent aujourd'hui de la faim, les dérèglements climatiques constituent un fardeau supplémentaire pour la sécurité alimentaire et mettent à mal les efforts actuellement déployés dans la lutte contre la faim. Ce qui reste jusqu'à aujourd'hui ignoré dans le cadre des négociations internationales sur les dérèglements climatiques. La voix des populations qui subissent de plein fouet les impacts des dérèglements climatiques n'est pas entendue. Nous devons sensibiliser les gens sur l'environnement, ce qui est très important car nous avons plein de problèmes. Nous avons subi et nous subissons encore une déforestation massive causée par les grands propriétaires qui ne s'occupent aucunement d'environnement. L'émigration de la population est un grand problème aux Philippines. Quand leurs maisons ont été endommagées ou détruites par les typhons, quand leurs récoltes et leurs champs sont submergés par l'eau, quand leur production pourrit sous l'eau et ne peut plus être vendue, il leur faut chercher comment survivre autrement. Actuellement, les solutions que l'on propose pour freiner le changement climatique passent également par le marché. C'est-à-dire que l'on cherche à voir comment un problème qui a été créé par le marché peut être résolu par le marché. C'est comme si on mettait 4 ou 5 couvertures sur une personne qui a de la fièvre pour la guérir. C'est un peu difficile. Les impacts des dérèglements climatiques sur la souveraineté alimentaire sont hélas une dramatique évidence. Pourtant, les négociations internationales sur le climat l'ignorent encore et les instances internationales favorisent plutôt des fausses solutions à faible portée en termes de réduction de gaz à effet de serre. C'est le cas des politiques qui facilitent la production d'agrocarburants pour le transport ou les mécanismes RED censés lutter contre la déforestation, mais se traduit par des accaparements de territoire par des acteurs privés. Une autre solution proposée est l'Alliance globale pour l'agriculture intelligente face au climat. C'est ainsi que les OGM, les pesticides, les engrais polluants pourraient se voir décerner le label « intelligent face au climat ». Pour comprendre les enjeux entre dérèglement climatique et lutte contre la faim, nous nous sommes rendus en Bolivie, un pays en pleine mutation sociale et économique où le CCFD Terre Solidaire soutient une structure de recherche et de promotion de la paysannerie, CIPCA. Dans le département où nous nous trouvons, la production agricole est essentiellement tournée vers le soja, le tournesol, le maïs. Le problème que pose ce type de culture est qu'elle continue de s'étendre au détriment des forêts et de la végétation. Comme nous pouvons le constater, dans cette région, la géographie et l'écosystème ne sont pas adaptés pour l'agriculture industrielle, car il s'agit de terres très basses, qui en période de pluie et de crue sont inondées. Pourtant, ce modèle de production intensive, avec toute la technologie qui l'accompagne, contamine non seulement les sols, mais également l'eau et détruit la biodiversité. Nous sommes dans la région de Santa Cruz, entre la cordillère des Andes et l'Amazonie. Ici, les surfaces cultivées peuvent dépasser les 15 000 hectares. Actuellement, 200 hectares sont déboisés chaque année en Bolivie. Malgré les réformes engagées par le président Evo Morales en faveur des populations d'origine indienne, ce modèle agro-industriel persiste sous la pression des grands propriétaires terriens qui n'hésitent pas à vanter les bienfaits de la production intensive comme une réponse au changement climatique et à l'insécurité alimentaire. Le changement climatique est déjà visible, mais je crois que le futur nous réserve encore beaucoup de surprises, des sécheresses, des inondations, des fléaux ou des maladies. Quand il ne pleut pas, le maïs est attaqué par des chenilles.
C'est dans ce cas qu'il faudrait appliquer les biotechnologies, les OGM, qui sont dotés d'un gène résistant à ce fléau. Si le peuple bolivien veut sortir de la pauvreté, qui est notre pire ennemi, il faut produire, générer plus de travail, plus d'opportunités pour le peuple bolivien. Malgré ces arguments, ce modèle agro-industriel favorise la concentration des richesses et une perte de la biodiversité qui ne font pas du tout l'unanimité en Bolivie. Les petits producteurs en sont les principales victimes. Accaparement des terres, volatilité des prix agricoles, diminution des cultures vivrières, déplacement des populations locales. Cette situation provoque des conflits entre petits et grands producteurs. La question de la monoculture ou de l'expansion agricole, de l'agro-business comme nous l'appelons à Santa Cruz, concerne les grands entrepreneurs qui ne pensent qu'à leur profit, sans prendre en compte le développement, le bien-être et la santé des citoyens qui vivent en Bolivie. Les petits producteurs représentent 34% de la surface cultivée et 90% de la production. Les grands producteurs achètent la production des petits agriculteurs et la comptabilisent comme s'il s'agissait de la leur. Ils servent d'intermédiaires. Ils l'entreposent dans leurs silos et disent ainsi produire la majorité des aliments du pays. Mais nous savons que c'est faux. Ils voudraient faire admettre aux paysans que c'est l'avenir et le modèle productif à suivre. Mais nous ne suivons pas ce modèle productif. Nous soutenons une agriculture qui respecte l'environnement, qui respecte la terre, qui souhaite effectuer des rotations de cultures pour ne pas épuiser les sols. Pour faire face à l'extension de l'agro-industrie, le CIPCA a mis en place des projets de soutien aux petits producteurs à travers la création de systèmes agroforestiers. Une agriculture basée sur la diversification des productions et qui permet de maintenir les écosystèmes tout en réduisant la dépendance des petits paysans à la monoculture. Nous sommes dans l'exploitation de la famille Cuentas, une des familles de la région qui, suite à un incendie, a eu le courage d'abandonner la monoculture. Voici ce que nous produisons. Il y a certains produits qui ne sont plus de saison. Mais ceux-ci sont les produits qu'on récolte en ce moment. Voici des oranges. Ceci est un citron. Voici du cacao en grains. Et ici, le chocolat artisanal. Voici le café artisanal que l'on vend également. Tous les produits qui sont cultivés chez nous sont écologiques. Avant, j'étais dans la monoculture. On ne cultivait que du riz, du maïs. Et depuis l'arrivée de CIPCA, tout a changé. Ils nous ont aidés techniquement et matériellement. Ils nous ont également soutenus moralement. Ils nous ont fourni les semences et nous ont accompagnés techniquement. Ce que je constate, c'est que les familles pensent que la monoculture génère de l'argent à court terme. Le problème est que bien souvent, les petits producteurs doivent s'endetter pour pouvoir récolter. Il y a aussi le problème du climat. Quand il pleut trop, il n'est pas possible de récolter. Tout le riz est perdu et doit être abandonné dans le champ. Avant, on pouvait travailler 8 heures d'affilée. Maintenant, il fait trop chaud. On doit commencer plus tôt, vers 6 heures jusqu'à 10 heures, car à 11 heures, la chaleur est insupportable. Il y a également l'utilisation des produits toxiques que certains utilisent. Ils contaminent nos terres. Regardez, ce café est jaune, alors que l'autre là-bas est rouge. Un des avantages des systèmes agroforestiers est de pouvoir contrôler le taux d'humidité en gérant les variétés disponibles, mais aussi l'équilibre entre l'ombre et la lumière. La terre est nourrie naturellement par la diversité des espèces. À ce titre, l'agroforesterie est un des moyens de s'adapter efficacement au dérèglement climatique. Un autre avantage des systèmes agroforestiers est l'implication de toute la famille dans la gestion des parcelles.
La famille Cuentas a définitivement adopté ce modèle agricole et joue un rôle moteur dans la région pour convaincre d'autres familles de faire le pas. C'est mon époux qui a commencé. Moi, j'ai suivi et maintenant, mon fils s'y est mis également. Nous avons donc chacun une parcelle à entretenir. Nos produits sont transformés, puis on les vend au marché. Notre système agroforestier est notre source de revenus. C'est pourquoi nous, les femmes, avons pris l'initiative d'aller de l'avant en s'impliquant davantage dans ce type de production. Cela m'a beaucoup enthousiasmée. Maintenant, je travaille pour SIPCA. SIPCA a une démarche très intéressante car il donne une vision aux paysans qui leur permettent d'assurer leur développement et leur bien-être. Ce que l'on appelle le paradigme du bien-vivre en Bolivie. Cela permet d'améliorer la situation de la famille. Nous nous dirigeons vers le département du Beni, en plein cœur de l'Amazonie, tout près de la frontière avec le Brésil. L'Amazonie est le poumon de la planète. Mais depuis les années 80, cet immense territoire a perdu 50% de ses capacités d'absorption de CO2. Les raisons sont connues. Déforestation massive liée à l'exploitation du bois et au développement de l'agro-industrie. Pour SIPCA, la situation est grave et les conséquences déjà visibles. Mais pour cette ONG, les causes sont avant tout liées à un choix de développement économique qu'on impose aux populations. Si nous ne préservons pas l'Amazonie et ne prenons pas conscience de ces éléments, la pollution s'aggravera, affectera la santé publique et accentuera les effets du changement climatique. Il y a une forte pression en Amazonie du modèle agro-industriel. Par ailleurs, ce pays s'engage, tout comme le Brésil, dans une approche du développement promue par l'INSA, avec la construction de routes, de méga-projets financés par les institutions internationales. Avec tous ces facteurs, l'Amazonie se trouve de plus en plus agressée. Nous sommes à Cachoeira Esperanza, une petite ville qui a autrefois prospéré dans le caoutchouc et la noix du Brésil. Aujourd'hui, cette ville est presque à l'abandon et est fréquemment inondée suite au dérèglement climatique. Dans quelques mois, doit débuter la construction d'un barrage hydroélectrique financé par l'IRSA, le projet transnational d'intégration d'infrastructures sud-américaines. C'est ici que l'on prévoit la construction du barrage Cachoeira Esperanza, qui pourrait générer environ 330 MW. Cette énergie sera essentiellement destinée à l'exportation vers le Brésil. Seulement 10 à 15% sera destiné à la consommation locale. D'après les études et les calculs que nous avons réalisés à SIPCA, le barrage impliquerait l'inondation d'environ 15 millions d'hectares. Cela va entraîner une perte de forêts, de plantations, mais surtout cela va affecter environ 100 000 personnes. Ces facteurs ne sont pas du tout pris en compte dans le projet. SIPCA avait proposé des turbines flottantes qui remontent avec le niveau de l'eau. Lorsque le niveau baisse, elles continuent de produire de l'énergie, mais probablement en moindre quantité. Cette alternative aurait permis d'avoir un impact moins important sur la vie de la population, leur manière de vivre et leur dynamique. Extension de la surface agro-industrielle, infrastructures énergétiques qui bien souvent ne bénéficient pas aux populations locales, ce type de développement au contraire les fragilise et modifie leur mode de vie, leur forme d'organisation, leur culture et leurs traditions. C'est pourquoi l'une des actions principales de SIPCA est la défense et la gestion des territoires par les populations. Près de 80% des terres en Amazonie étaient entre les mains des grands propriétaires terriens, de concessionnaires forestiers, alors que les paysans indigènes n'apparaissaient même pas dans les statistiques. Maintenant, plus de 47% des terres en Amazonie sont entre les mains des paysans. Mais c'est une lutte de cette population, ce n'est pas un cadeau de qui que ce soit, c'est une lutte constante. Les premiers bénéficiaires de ces luttes ont été les communautés indiennes qui ont vu leurs terres spoliées d'abord par les colonisateurs espagnols, puis par l'oligarchie bolivienne.
SIPCA effectue un travail d'accompagnement important auprès de ces communautés, notamment à travers la formation de ses leaders. Grâce à SIPCA, nous avons réussi à obtenir un titre de propriété et nous valorisons la terre. Cette collaboration est très satisfaisante pour nous. Cela nous permet de faire étudier nos enfants, de prendre soin de notre santé. Le changement climatique nous affecte, pas seulement nous les humains, mais aussi tous les êtres vivants. Nous avons des animaux, des poissons, des arbres. Parfois les entreprises déboisent sans replanter. C'est nous qui prenons soin de la nature en reboisant nos parcelles. Je pense que ce système agroforestier nous permet de gagner de l'argent. C'est pour ça que je dis, utilisons ce système pour sortir de la pauvreté, pour mieux vivre. Nous avons les terres grâce au suivi et au travail de SIPCA. Sinon, nous n'en aurions jamais eu. Ce sont eux qui ont coopéré avec nous et nous ont appris à défendre nos droits. Avant, on ne savait pas, on s'écrasait. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Nous savons nous défendre. Pour faire vivre cette dynamique collective et consolider ce modèle de développement économique, SIPCA attache une importance capitale à la formation des paysans, toujours dans un souci d'échange et d'esprit communautaire. San Juan del Orocó para este taller de capacitación sobre beneficiados. Y a partir de hoy arrancamos con el taller, el intercambio, el interaprendizaje, ¿no? Los que sabemos un poquito más, enseñamos a los otros y los otros aprendemos, ponemos atención, cómo podemos mejorar a partir de aquello nuestra situación. Lo que en SIPCA estamos buscando es generar cambios en la vida de la gente, de la población, del campesino, indígena. SIPCA nous aide encore, mais nous savons que s'il cesse de nous soutenir, nous sommes déjà formés pour aller de l'avant. Nous avons participé à différents ateliers avec des pépiniéristes, des agriculteurs. Nous sommes devenus des promoteurs de notre communauté. Nous sommes en mesure de gérer notre propre activité. Ce type d'événement nous renforce grâce à l'échange de connaissances entre promoteurs, entre régions. Que faire en cas d'inondation? Que faire avec une plantation? Où produit-on le mieux le cacao? En hauteur? En zone basse? Comment diversifier? Comment faire face aux maladies des plantes? Ces rencontres sont très importantes. Avec l'accès à la terre et l'implantation des systèmes agroforestiers, les familles paysannes assurent leurs besoins alimentaires, dégagent des revenus tout en préservant l'environnement. Mais pour bousculer le modèle économique dominant, il faut changer les processus de culture afin d'augmenter les volumes de production. SIPCA se préoccupe de productivité, mais toujours dans le même esprit, une économie solidaire qui profite à tous. Nous sommes dans le petit village de Goiara-Merine, tout près de la frontière avec le Brésil. Ici, les agriculteurs ont développé un petit projet économique autour de la production de canne à sucre. Ici, ce que vous voyez est la machine avec laquelle nous travaillons de manière traditionnelle. Par tradition, nous cultivions le riz, le maïs, le manioc, mais ils ne nous permettaient pas d'augmenter nos ressources, car ce sont des produits pour notre propre consommation. Avec le soutien de SIPCA, avec les plants de cacao et d'autres plantes qui nous ont fournis pour les cultiver, nous avons pu répondre aux besoins qui nous manquaient. Aujourd'hui, nous souhaitons produire de la canne à sucre, avec l'idée de pouvoir transformer la canne en sucre de canne complète, qui se vend bien et que l'on consomme beaucoup. À l'heure actuelle, avec tous ces changements, beaucoup de gens ont du diabète et préfèrent ce type de sucre.
SIPCA accompagne tout ce processus avec des formations, l'assistance, des études de marché, avec des plans d'affaires pour déterminer les coûts de production. L'idée de SIPCA, c'est que plusieurs producteurs puissent atteindre un volume intéressant pour pouvoir être compétitifs sur le marché local et national. Dans cette région, c'est très intéressant, car la population a beaucoup grandi. La population de la région de Pando a doublé en l'espace de 10 ans. Il y a donc plus de demandes de nourriture. Depuis 2007, le paradigme du bien vivre est inscrit dans la Constitution en Bolivie. Cela a été possible grâce aux mobilisations des organisations paysannes et indigènes. Il reste beaucoup de chemin à parcourir pour que cela devienne une réalité pour le plus grand nombre. Mais l'action de SIPCA vient nous rappeler qu'avec l'imagination et des convictions, il est possible d'améliorer la vie des populations en développant des alternatives économiques basées sur la solidarité, sur le respect de la nature et des êtres humains. Nous serons un monde, un modèle de société en paix, en harmonie, lorsqu'il y aura égalité. Car tant que nous aurons un développement économique planifié par les pays riches, nous n'aurons pas de paix sociale, nous n'aurons qu'injustice et inégalité, la pauvreté pour des millions de personnes et la richesse pour quelques-uns. Si nous sommes solidaires, nous pourrons bien vivre. Si nous respectons les autres, nous vivrons bien. Si nous respectons la nature, nous léguerons du bien vivre à nos enfants. Ceci est mon message. Esas serían mis palabras y mi mensaje.